À 17 ans, mes parents ont exigé que je porte le chapeau pour mon frère dealer de drogue, et m'ont mis à la porte quand j'ai refusé. 13 ans plus tard, après avoir bâti une entreprise prospère, ils m'ont appelé 99 fois, me suppliant de sauver mon frère de poursuites fédérales. Ma famille a essayé de me briser quand j'étais jeune, mais j'ai refusé de jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Je me suis battu pour m'en sortir, j'ai bâti quelque chose de concret, et je pensais les avoir enfin laissés dans le rétroviseur. Il s'avère qu'ils n'avaient pas fini d'essayer de me ramener en arrière. Avant d'en arriver là, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Jack. J'ai 30 ans. Je dirige une entreprise de logiciels. Mais il y a 13 ans, j'avais 17 ans, je travaillais de nuit dans une épicerie et je dormais sur le canapé de mon oncle, tout ça parce que mes parents m'avaient mis à la porte pour avoir refusé d'aller en prison pour les affaires de drogue de mon frère. Papa tenait un garage automobile. Maman ne disait rien. Et mon frère aîné, Cody, était l'enfant roi qui ne pouvait faire aucun mal, même quand il faisait tout de travers. Les flics ont débarqué un mardi. 2 d'entre eux ont montré un mandat de perquisition à mon père. Il les a laissés entrer, car ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils ont trouvé 3 onces, environ 85 grammes, dans la chambre de mon frère. Cody avait 20 ans. J'en avais 17. Il dealait depuis ses 16 ans, et tout le monde dans la famille le savait, sauf apparemment mes parents, qui payaient sa voiture et ses vêtements. Cody s'en sortait toujours avec tout. Il a démoli le camion de papa à 18 ans. Il n'a pas payé un centime pour les réparations. Il a échoué 2 fois à l'université locale. Papa a juste haussé les épaules. Il s'est fait arrêter pour possession à 19 ans. Papa a engagé un avocat et a fait disparaître l'affaire. Pendant ce temps, j'avais un couvre-feu à 22 heures et je devais justifier chaque dollar dépensé. Les flics ont demandé à qui appartenait la chambre. Mon père a dit qu'elle était partagée. Un mensonge. J'avais ma propre chambre. Je l'avais toujours eue. Ils ont demandé à nous parler séparément. Le plus vieux des policiers m'a emmené dans la cuisine. Il m'a demandé si ces drogues étaient à moi. M'a demandé si j'avais déjà consommé. M'a demandé si je savais à qui Cody vendait. J'ai dit la vérité. C'était la chambre de Cody. C'était les drogues de Cody. Je n'avais rien à voir avec ça. Je ne consommais pas. Je ne connaissais pas ses clients, parce que je restais aussi loin que possible de ses affaires. Le policier a tout noté, me regardant comme s'il essayait de déterminer si je mentais. Tu es sûr de ça? Certain. Parce que ton frère dit que tu agis bizarrement ces derniers temps. Il dit qu'il s'inquiète que tu puisses consommer. Mon frère essayait de sauver sa peau. Petit malin. Cody leur a dit qu'il n'avait aucune idée de comment ces drogues étaient arrivées là. Que peut-être son petit frère les y avait mises. Qu'il s'inquiétait pour moi ces derniers temps. Que j'avais été distant et secret. Que des mensonges. Mais Cody avait toujours été un bon menteur. Charmant, il savait comment manipuler les gens. Les flics n'ont pas marché. L'un d'eux a dit à mon père qu'il montait un dossier depuis des semaines. Surveillance, observation des allées et venues. Il savait que Cody faisait des tournées dans 3 comtés différents. Ils n'étaient pas là pour une consommation personnelle. Ils étaient là pour le réseau. Les flics sont partis après 2 heures. Pas encore d'arrestation, car ils se coordonnaient avec les enquêteurs fédéraux. Ils nous ont dit que quelqu'un nous contacterait, et de ne pas quitter la ville. Les 4 jours suivants ont été terribles. Le premier jour, c'était le jeu de la logique de papa. Il m'a fait asseoir 1 heure après le départ des flics. Calme, raisonnable. Si quelqu'un demande, si les flics reviennent, tu dois dire que c'était à toi. Que Cody n'était pas au courant. Non. Écoute-moi. Cody a tout son avenir devant lui. Tu es plus jeune. Les tribunaux sont plus cléments avec les mineurs. Tu prends ça, peut-être que tu auras une mise à l'épreuve. Des travaux d'intérêt général. Ça ne te suivra pas pour toujours. Il racontait n'importe quoi. J'avais 17 ans, ce qui signifiait que je serais jugé comme un adulte pour des accusations graves. Mais il se fichait des faits. Il ne se souciait que de protéger Cody. Je ne prendrai pas les accusations pour lui. Tu as la vue courte. C'est plus grand que toi. C'est ton problème, pas le mien. Je suis sorti. Il m'a laissé faire. Le deuxième jour,
c'était la campagne de culpabilisation de maman. Elle est venue dans ma chambre ce soir-là, a frappé doucement, et s'est assise sur mon lit. S'il te plaît, écoute juste. Ça va détruire la vie de Cody. Il a fait une erreur, mais il est jeune. Il mérite une autre chance. C'est genre sa 5e chance. Maman, c'est ton frère. La famille est de la famille. La famille ne demande pas à la famille d'aller en prison pour elle. Elle pleurait plus fort maintenant. Pense à ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé, nourri, mis un toit au-dessus de ta tête. Après tout ce qu'on t'a donné, tu nous dois bien ça. Je ne finance pas les conséquences. Elle est partie sans dire bonne nuit. Le 3e jour, c'était la tentative d'intimidation de Cody. Il a débarqué dans ma chambre vers minuit, et s'est assis sur ma chaise de bureau. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était stable. Tu vas vraiment me laisser tomber pour ça? Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont tes drogues, tes choix, ton bordel. Il s'est penché en avant. Puis il a souri un sourire vide, creux. Tu sais quoi? J'espère que tu vas échouer. Quel que soit le petit avenir que tu penses te construire, j'espère qu'il s'effondrera, parce que quand tu auras besoin d'aide un jour, je me souviendrai de ça. Sors de ma chambre. Il s'est levé, a marqué une pause à la porte. Papa a raison à ton sujet. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. J'ai quitté l'entreprise familiale quand j'ai quitté la maison. Ça n'avait pas encore de sens, mais ça allait en avoir. Le 4e jour, c'était l'ultimatum. Je gardais un secret. 3 mois plus tôt, j'avais reçu une lettre d'acceptation de l'université d'État, une bourse complète pour l'informatique. Tout était couvert. J'avais postulé via mon conseiller d'orientation, parce que je savais ce que papa dirait, que je devrais rester dans le coin, travailler à son garage, ne pas perdre de temps avec l'université. J'avais caché la lettre dans le tiroir de mon bureau. Une bourse complète, une porte de sortie. Maintenant, papa était dans l'encadrement de ma porte. Dernière chance. Tu prends l'accusation ou tu pars. Je ne prendrai pas un crime pour lui. Alors fais tes valises. J'ai sorti la lettre d'acceptation, je l'ai posée sur le lit entre nous. J'ai eu une bourse complète à l'État pour l'informatique. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère est apparue derrière lui, a arrêté de pleurer. Cody est sorti de sa chambre. Le visage de papa a changé. De patient à furieux en une demi-seconde. Tu as postulé à l'université sans me le dire. J'ai eu une bourse complète. Je me fiche de ce que tu as eu. Tu penses que tu vaux mieux que cette famille? Mieux qu'un travail honnête? Mieux que de vendre de la drogue et forcer d'autres personnes à porter le chapeau pour ça? C'était la mauvaise chose à dire. Il s'est approché de mon visage, a commencé à hurler à propos du respect et de la loyauté, et de comment j'avais toujours agi comme si j'étais spécial. Comment je devais comprendre que la famille passait avant tout. Et si je ne pouvais pas comprendre ça, alors peut-être que je n'avais pas ma place ici. Ma mère répétait des choses qu'il avait dites. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout. Cody a pris la parole depuis le couloir. Allez, mec. Tu vas vraiment me jeter sous les roues du bus pour une histoire d'université? Pas mon contact d'urgence. Papa a pointé la porte. Prends l'accusation ou dégage. Ce sont tes options. J'ai regardé ma mère. Elle fixait le sol. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Maman. Elle n'a pas répondu. Maman, dis quelque chose. Rien. Juste elle chuchotant, la famille passe avant tout, dans sa barbe. Très bien. J'ai attrapé un sac de sport dans mon placard, j'ai commencé à y jeter des vêtements. Ordinateur portable, chargeur de téléphone, la lettre d'acceptation. J'avais 347 $ économisés sur mon compte bancaire grâce à Savemart, mais je ne pouvais accéder qu'à 68 $ en liquide sur le moment. Tout ce que je possédais qui comptait tenait dans 2 sacs. Je suis descendu. Papa était près de la porte, les bras croisés. Maman était sur le canapé, chuchotant toujours pour elle-même. Cody était dans la cuisine en train de prendre de la nourriture. Tu penses que tu vas t'en sortir dehors? Tu reviendras supplier dans 1 mois. On verra bien. Ne reviens pas. Tu franchis cette porte, c'est fini. Pas d'appel. Pas de retour en rampant.
Tu es seul. Compris. Il a ouvert la porte. La pluie était battante. Fin novembre, froid. Il a claqué la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je suis resté là peut-être 10 secondes, me faisant tremper. Puis j'ai commencé à marcher. J'ai fait 3 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter. Je me suis assis sur un banc d'arrêt de bus. Les sacs étaient trempés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'appel. Oncle Rick a répondu à la 4e sonnerie. Et, j'ai besoin d'aide. Sa voix est passée de décontractée à alerte immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai donné la version courte. Dispute avec mes parents. Mis à la porte. Assis à un arrêt de bus sous la pluie sans nulle part où aller. Où es-tu? Je lui ai dit. Reste là. Je viens te chercher. Le camion de Rick s'est arrêté 23 minutes après mon appel. Il est sorti, m'a jeté un coup d'œil, trempé jusqu'aux os, et sa mâchoire s'est serrée. Monte. Il n'a pas posé de questions, a juste chargé mes sacs à l'arrière sous une bâche, et m'a conduit chez lui. Une petite maison, à 20 minutes de la ville, 2 chambres. Il vivait seul depuis son divorce il y a 3 ans. Cette première nuit, j'ai dormi sur son canapé. Mais le lendemain matin, Rick a insisté, j'ai une chambre d'amis. C'est surtout du stockage, mais on va vider ça aujourd'hui. Tu ne vas pas dormir sur le canapé pour l'année à venir. Je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Tu es de la famille, et quelqu'un dans cette famille doit agir comme si ça avait de l'importance. Nous avons passé 2 heures à vider la chambre d'amis, à déplacer des cartons, à installer un matelas gonflable. Rick m'a donné des serviettes propres, m'a montré où tout se trouvait, et m'a fait un sandwich pendant que je me changeais. Tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé? Je lui ai tout raconté. Les drogues, les flics, l'exigence que je prenne l'accusation, la campagne de pression de 4 jours, l'expulsion. Rick a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Quel connard. Il ne parlait pas de Cody. J'appelle un avocat. Je sais. On demande la tutelle. Ton père ne peut pas te mettre à la porte et prétendre encore avoir la garde. L'avocat était un gars nommé Bill, du syndicat de Rick. Il faisait du droit de la famille à côté. Il avait l'air fatigué quand il a répondu à 20h30, mais il a écouté. La tutelle est faisable si ton père ne la conteste pas. Étant donné qu'il t'a littéralement mis à la porte, je devine qu'il ne se battra pas. Mais on aura besoin de documents. J'avais des SMS. J'avais la lettre d'acceptation. J'avais des fiches de paie de Sevmart montrant que je travaillais et économisais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. On va faire en sorte que ça marche. L'audience devrait être programmée d'ici 3 semaines. En attendant, je vivais avec Rick. J'allais à l'école. Je continuais mes gardes à Sevmart. Rick était différent de mon père. Il travaillait comme électricien commercial, de longues heures, mais il ne rentrait jamais en colère. Il ne s'en prenait jamais à personne. Il travaillait dur, payait ses factures, traitait les gens avec un respect élémentaire. Il ne me fliquait pas. Ne demandait pas où j'allais. Disait juste que le dîner était à 18h si j'étais là, et d'envoyer un SMS si je ne l'étais pas. La première semaine, j'ai proposé de payer un loyer. Il m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu as 17 ans et tu viens de te faire virer de chez toi. Garde ton argent. Je veux contribuer. Achète des courses quand tu peux. C'est suffisant. J'achetais des courses, je préparais le dîner quand il travaillait tard. Ça semblait normal. L'audience de tutelle était dans 3 semaines. Bill a dit que je devrais témoigner sur ce qui s'était passé. Ils ne se battront pas, a dit Rick. Ils l'ont mis à la porte. Ils ne peuvent pas prétendre vouloir la garde maintenant. Il avait raison, mais cela n'a pas rendu l'audience moins brutale. Le jour est arrivé. Je portais la seule chemise à boutons que je possédais. Rick portait ses vêtements de travail parce qu'il venait directement d'un chantier. Bill nous a rejoints au tribunal. Ton père n'est pas là. Ta mère l'est. Au dernier rang. Je me suis retourné. Ma mère était assise seule au dernier rang. Le juge est entré, a demandé pourquoi je cherchais à obtenir la tutelle de mon oncle au lieu de vivre avec mes parents. Bill a expliqué, les drogues,
La tentative de faire de lui un bouc émissaire, l'exigence qu'il porte le chapeau, l'expulsion sous la pluie. Il a présenté les SMS comme preuve, la lettre d'acceptation, mon historique de travail. Le juge a regardé les papiers, puis ma mère. Madame, vous êtes la mère du mineur. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Ma mère s'est levée, tremblante. Elle m'a regardé pour la première fois depuis mon départ. Je ne veux pas le perdre. Le juge a attendu. Mais je ne peux pas aller contre mon mari, et je ne peux pas laisser mon autre fils aller en prison, alors. Vous choisissez de ne pas contester la tutelle? Silence. Madame? Je ne la conteste pas, l'expression du juge aurait pu geler de l'eau. Madame, comprenez-vous que vous abandonnez essentiellement votre fils de 17 ans? Vous permettez qu'il soit élevé par son oncle parce que vous refusez de tenir tête à votre mari, ou de tenir votre fils adulte responsable de ses actes criminels. Ma mère a commencé à pleurer. N'a pas répondu. Tutelle accordée. Monsieur, vous êtes désormais le tuteur légal. Les parents biologiques du mineur conserveront leurs droits parentaux, mais la garde est transférée avec effet immédiat. Ma mère est partie avant que je puisse lui parler. Pas que je le voulais. Rick nous a ramenés à la maison en silence. Quand nous sommes arrivés, il m'a fait un sandwich et m'a dit qu'on trouverait une solution pour le reste au fur et à mesure. Vivre avec Rick est devenu normal plus vite que je ne l'espérais. Il me traitait comme une personne, pas comme une propriété, pas comme un pion, juste un gamin qui avait besoin de stabilité et d'espace pour comprendre les choses. J'ai fini ma terminale, continué à travailler chez Sevmart. Mon patron, Franck, a compris ma situation assez vite. Ancien militaire, ne parlait pas beaucoup, a commencé à laisser des sandwichs périmés à un endroit précis à l'arrière. N'a jamais rien dit à ce sujet. S'assurait juste que je savais qu'ils étaient là. Un soir, je l'ai remercié. Il a balayé ça de la main. Je suis passé par là. Circonstances différentes, mais même désespoir. Quelqu'un m'a aidé, je fais suivre. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Rick est venu à la remise des diplômes avec un petit appareil photo. A pris des photos. Franck est venu dans son uniforme de travail. M'a donné une poignée de main ferme après. Mes parents ne sont pas venus. Cody n'est pas venu. Je ne m'y attendais pas. Et je n'étais pas déçu. Rick m'a aidé à emménager dans ma chambre universitaire à l'État. M'a acheté un mini-frigo, une lampe de bureau, un ventilateur. M'a donné $200 et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je suis fier de toi. Tu le sais, pas vrai? Ouais, je sais. Ne les laisse pas te rendre amer. Tu vaux mieux que ça. J'ai emménagé et commencé le chapitre suivant. La bourse couvrait les frais de scolarité et de logement, mais j'avais encore besoin d'argent pour les livres, la nourriture, les transports. 3 boulots sont devenus ma norme. L'université était brutale. Pas les cours, j'étais bon à l'école, mais tout le monde semblait avoir des filets de sécurité. Des parents qui envoyaient des colis, qui payaient les manuels, qui viraient de l'argent quand c'était difficile. Je faisais 3 boulots et j'ai appris à sourire quand les gens posaient des questions sur ma famille pendant les vacances de Thanksgiving. Pas très proche d'eux. Ils acquiesçaient. Ils ne comprenaient pas. Je me suis spécialisé en informatique parce que le conseiller d'orientation m'avait montré les projections de salaire. Je me fichais de la passion. Je voulais juste ne plus jamais être impuissant. Mon colocataire de première année était Taylor. Il venait d'un milieu aisé. Pas riche, mais confortable. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne demandais pas simplement de l'aide à mes parents pour les livres. C'est genre 80 balles. Appelle-les juste. C'est pas si simple. Mais la famille, c'est la famille. J'ai arrêté d'expliquer après ça. La bibliothèque du campus est devenue ma deuxième maison. De 19h à 2h du matin, à m'enseigner des langages de programmation au-delà de ce que les cours couvraient. Python, JavaScript, Ruby. Au second semestre, j'ai vu une affiche dans le laboratoire informatique. Une entreprise locale de paysagisme avait besoin d'un site web basique, $300. Je leur ai fait quelque chose de mieux que basique. J'ai construit un site complet avec une galerie de portfolio, un formulaire de contact, un système de demande de devis. Quand j'ai montré le produit fini au propriétaire, ses yeux se sont écarquillés. C'est incroyable. Je te paierai 5 cents.
Il m'a donné le numéro de son partenaire commercial. Ce type avait aussi besoin d'un site web. Puis son cousin. En deuxième année, j'avais construit des sites web pour 14 entreprises locales. L'argent n'était pas énorme, mais c'était le mien. J'ai commencé à tenir un carnet. Chaque client, chaque problème, chaque fonctionnalité qu'ils auraient aimé avoir. Au semestre de printemps de ma troisième année, j'ai été submergé. 4 projets en même temps, tous avec des échéances la même semaine. J'ai posté sur le tableau du département d'informatique, « Quelqu'un veut se faire de l'argent en aidant sur un surplus de travail ?» 2 personnes ont répondu. Jenna était une étudiante de deuxième année qui codait plus vite que quiconque que j'ai jamais rencontré. Kevin était un étudiant de dernière année qui était meilleur pour parler aux clients que moi. Nous avons travaillé depuis mon appartement pendant une semaine d'affilée. Pizza et boissons énergisantes. Nous avons fini les 4 projets à temps. Je les ai payés $600 chacun. Ils ont tous deux demandé s'il y avait plus de travail. Il y avait toujours plus de travail. À la fin de la troisième année, nous avions constitué la société WebHaven Solutions. 3 employés, moi inclus. Nous opérions depuis mon appartement avec des bails de serveurs que j'avais construites à partir de pièces trouvées en liquidation. Kevin gérait les relations clients. Jenna gérait le développement back-end complexe. Je m'occupais de tout le reste. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai traversé cette scène seul. Pas de famille dans la foule, mais Rick était là. Kevin et Jenna étaient là. Linda est venue. Frank s'est pointé en costume. Après l'obtention du diplôme, j'avais des offres de 2 entreprises. L'une payait 75,000, l'autre 85,000. Toutes deux sûres, stables. Kevin pensait que je devrais en prendre une. Jenna pensait que je devrais continuer à construire. J'ai tout misé sur WebHaven Solutions. Les premières années après le diplôme ont été brutales. À la troisième année, nous avons décroché un contrat avec une compagnie d'assurance régionale. 6 mois de travail et $220,000. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu. 3 mois plus tard, nous avions déjà 2 semaines de retard. Le client menaçait de se retirer. Je travaillais 90 heures par semaine. Kevin jonglait avec des appels furieux. Jenna se noyait dans le code. Tout le monde craquait. Le point de rupture est arrivé tard un jeudi. J'étais à mon bureau depuis 18 heures, regardant à travers mon écran plus que je ne le regardais, quand Kevin est entré. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé ? » Le déjeuner, peut-être. C'était hier. Il a commandé une pizza, m'a forcé à manger, puis a appelé Jenna. Réunion de minuit. Nous avions tous les 3 l'air détruits. On est en retard parce qu'on ne communique pas, ai-je dit. On se marche dessus et je fais du micromanagement sur tout. Alors, c'est quoi la solution, a demandé Jenna. On engage quelqu'un qui sait vraiment gérer des projets. Alors on a engagé Linda, une chef de projet de 54 ans qui avait passé 2 décennies à nettoyer des désastres en entreprise. Son premier jour, elle a observé notre chaos et a dit, « Comment êtes-vous seulement fonctionnel ?» Kevin a dit, « On ne l'est pas. C'est pour ça que vous êtes là. » Elle nous a reconstruit de zéro. Système de classement, réunion quotidienne debout, vrais outils de gestion de tâches au lieu de post-TS et de panique. Puis elle m'a fait asseoir. Tu crées un goulot d'étranglement partout. Tu ne fais confiance à personne pour faire son travail. Si je lâche prise, tout s'effondre. Non, tout s'effondre parce que tu ne laisses personne d'autre faire tenir l'ensemble. Douloureux, mais vrai. J'ai commencé à déléguer doucement, puis plus. Nous avons livré le contrat d'assurance avec une semaine d'avance. Le client était ravi. Bonus de $15,000 et 3 recommandations. L'une de ces recommandations s'est transformée en un job à 4 $0,000 pour reconstruire le système d'inventaire d'une entreprise manufacturière. J'ai failli dire non. Trop gros. Trop risqué. Linda m'a pris à part. Tu as peur du succès. Arrête d'attendre que le ciel te tombe sur la tête. Fais le boulot. On l'a pris. À la 5e année, nous avons atteint 2 millions de chiffres d'affaires. Ça ne semblait pas réel. J'achetais toujours des céréales premier prix et vivais comme un étudiant fauché. Un après-midi, Kevin est entré dans la salle de pause pendant que je mangeais mon 3e bol de nouilles instantanées de la semaine.
Tu sais que tu as les moyens d'acheter de la nourriture, pas vrai? De la vraie nourriture. C'est bon. Ce n'est pas bon. Tu n'as pas pris un jour de congé en 3 mois. Tu vas faire un burn-out et tu vas emporter l'entreprise avec toi. J'ai résisté, mais il avait raison. J'ai pris un week-end et j'ai rendu visite à Rick. La pause semblait fausse au début, puis nécessaire. Rick m'a jeté un coup d'œil et a dit, tu ressembles moins à la mort. Bien. Maintenant, apprends à te reposer. 6e année. J'ai engagé un vrai comptable et un avocat, et je me suis enfin versé un salaire qui correspondait à la taille de l'entreprise que je dirigeais. J'ai acheté un petit condo, 2 chambres, du soleil, du calme. Ce calme m'a tenu éveillé la première nuit. 2 nuits, ça semblait dangereux. Vers cette époque, Jenna m'a dit qu'elle partait. Pas parce qu'elle était malheureuse, mais parce qu'elle voulait construire quelque chose à elle. Tu m'as appris que je pouvais le faire, a-t-elle dit. Nous avons déjeuné lors de son dernier jour. Je lui ai donné des contacts, des conseils, des encouragements. Pourquoi m'aider? Je suis la concurrence maintenant. Parce que Rick m'a aidé. Frank m'a aidé. Maintenant, je t'aide. Elle a appelé 3 fois ce mois-là avec des questions. J'ai répondu à chacune d'elles. Kevin est resté. Il s'était marié. Un bébé était en route. Je veux la stabilité, a-t-il dit. Et quelqu'un doit t'empêcher de prendre des décisions terribles. À la 7e année, nous avions 45 employés. Et j'apprenais vite que gérer des gens n'était pas comme gérer du code. Le code ne pleurait pas. Le code n'avait pas de mauvais jours. Le code n'avait pas de parents mourants. Un jour, j'ai passé un savon à un développeur nommé Tom pour avoir dépassé les délais et rendu un travail plein de bugs. Il a hoché la tête, est parti, et 1 heure plus tard, Linda est apparue dans l'encadrement de ma porte. Tu sais que la mère de Tom a Alzheimer, pas vrai? Je ne savais pas, et la honte m'a frappé de plein fouet. Tu supposes que tout le monde gère la vie comme toi, a-t-elle dit, ce qui voulait dire, à peine. J'ai trouvé Tom sur le parking, assis dans sa voiture. On peut parler? Il avait l'air épuisé, les yeux rouges. Linda m'a parlé de ta mère. Je suis désolé. J'aurais dû demander. Il a haussé les épaules, vaincu. Je n'arrive pas à suivre. Quelque chose va finir par lâcher. Laisse-moi t'aider. On va ajuster ta charge de travail. Travaille de chez toi quand tu en as besoin. On trouvera une solution. Vous feriez ça? Ouais. Tu es bon dans ce que tu fais. Et tout le monde a besoin de soutien parfois. Il est resté avec nous 7 ans de plus. Il est devenu l'un de nos meilleurs développeurs. Quand sa mère est décédée, nous l'avons payé pour les 2 semaines qu'il a prises. Sans poser de questions. Nous nous en sortions bien. Vraiment bien. Le gamin qui avait été mis à la porte sous la pluie avait maintenant une entreprise valant des millions. J'aurais dû me sentir fier, reconnaissant, triomphant. Au lieu de ça, je me sentais fatigué. Toujours fatigué, méfiant des bonnes choses, comme si elles étaient en sursis, comme si quelqu'un allait frapper à la porte d'une minute à l'autre pour me dire que l'erreur avait été découverte. Mais l'entreprise continuait de grandir. Les systèmes tenaient. Les gens se soutenaient. Le travail devenait plus fluide. Et doucement, très doucement, j'ai appris à respirer. Pas parce que la vie devenait plus facile, mais parce que je ne la portais plus tout seul. 7e année, j'ai rencontré Vanessa au pire moment possible. Nous venions de décrocher un contrat de 6 mois qui avait 3 mois de retard sur le planning. Le client menaçait de se retirer et je me noyais. Vanessa était assistante juridique pour leur cabinet d'avocats. Elle a à peine parlé pendant la réunion, mais le seul regard qu'elle m'a lancé disait « Tu gères ça mal ». La réunion s'est mal passée. Mais 2 jours plus tard, elle a appelé mon bureau. Votre installation informatique est un désastre. Vous êtes en fait en avance sur plusieurs points de repère, mais votre client n'y comprend rien, a-t-elle dit. Je peux traduire. Vous me devez un café. Au café, elle s'est pointée avec un tableau Excel codé par couleur, expliquant mon propre projet mieux que je ne l'avais jamais fait. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. Un café en est devenu 2, puis un dîner. Puis soudainement, elle était quelqu'un à qui je pensais alors que j'aurais dû penser au code. 4 mois plus tard, elle a finalement posé des questions sur ma famille. Je lui ai tout raconté.
Cody, les drogues, le rôle de bouc émissaire, Rick qui m'accueille. Elle n'a pas essayé de réparer ça. Elle n'a pas prêché le pardon. Elle a juste dit, c'est tordu. Et elle a laissé ça reposer. C'était la première fois que quelqu'un me donnait de l'espace au lieu d'un jugement. 8e année, nous avons emménagé ensemble. Eh bien, c'est là que mes séquelles se sont vraiment montrées. Je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, j'oubliais de manger. Je vivais comme si s'arrêter signifiait tout perdre. Vanessa me traînait au lit et me disait que je faisais un burn-out. Je continuais d'insister que j'allais bien. Notre première vraie dispute est arrivée après une semaine de plus de 70 heures dont je ne lui avais pas parlé. Elle m'a trouvé évanoui à mon bureau et m'a remis à ma place sévèrement. Quand elle est partie pour 2 jours, j'ai appelé Rick. Il m'a dit que je me transformais en ma mère, me fermant quand les choses devenaient difficiles. Quand elle est revenue, je me suis excusé pour la première fois de ma vie, et je le pensais vraiment. Nous avons établi des règles. Si j'étais submergé, je le lui disais. Si je travaillais des heures folles, elle devait le savoir et je m'y tenais. Elle avait ses propres cicatrices. Son père s'était tiré quand elle avait 12 ans, et parfois elle me testait juste pour voir si je partirais aussi. Nous avons appris les schémas de l'autre et avons grandi autour d'eux au lieu de nous éloigner. 9e année, nous nous sommes fiancés. J'ai fait ma demande chez Rick lors d'un dîner dominical. Rien d'extravagant. Nous avons eu un petit mariage. Rick m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Mon équipe est venue. Même Frank a porté un costume. La famille de Vanessa m'a traité comme si j'avais toujours été des leurs. 10e année. Webhaven a atteint 12 millions de revenus. Vanessa est devenue associée. Nous avons acheté une maison avec un jardin et un chien qu'on a nommé Frank, ce qui a fait rire le vrai Frank. Rick venait la plupart des dimanches, réparait des trucs, racontait des blagues de papa nul. La vie était belle. Puis mon téléphone a commencé à sonner. J'étais en réunion trimestrielle quand mon téléphone a vibré, puis encore, puis a continué de vibrer. 63 appels manqués, tous du numéro de Cody. Je suis sorti, j'ai écouté le premier message vocal. Et, je sais qu'on ne sait pas parler, mais je dois te parler. C'est important. Rappelle-moi. Le deuxième était plus en colère. Sérieusement, mec, rappelle-moi. Maman et papa ont besoin d'aide. C'est grave. J'ai bloqué son numéro. 2 heures plus tard, mon père a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, ton frère a des ennuis. Accusation grave. On a besoin d'aide. Appelle-moi. Supprimé. Ma mère a appelé d'un numéro différent. S'il te plaît, parle-nous juste, s'il te plaît. C'est différent. On a fait des erreurs, mais on a besoin de toi. Vanessa a remarqué que quelque chose n'allait pas au dîner. Ils ont appelé tes parents et Cody. 63 appels. Elle est restée silencieuse 1 minute. Tu devrais probablement savoir ce qu'ils veulent. Juste pour savoir à quoi tu as affaire. Elle avait raison. J'ai rappelé mon père le lendemain matin. Allô, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, Dieu merci. Il faut qu'on parle. Non. Dis-moi au téléphone. Il a pris une respiration. Ton frère s'est fait arrêter à nouveau. Il parle de 20 ans minimum. Distribution. Ils disent qu'il fait partie d'une opération plus large. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Il deal depuis plus d'1 décennie. C'était inévitable. On a besoin d'un avocat. Défense fédérale. On a dépensé tout ce qu'on avait et on ne peut pas se permettre. Alors engagez en un. On ne peut pas. On est fauché. Le garage est à peine à l'équilibre. On a besoin d'aide. Et tu as cette entreprise. Et tu veux que je paie pour l'avocat de Cody? C'est ton frère. Il a cessé d'être mon frère quand vous m'avez mis à la porte pour le protéger. C'était une erreur. On l'admet. Peut-être qu'il aurait dû penser aux conséquences avant de passer sa vingtaine à vendre de la drogue. Tu ne peux pas penser ça. C'est ton problème, pas le mien. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as mis à la porte à 17 ans, m'as dit que je reviendrais en suppliant, tu l'as choisi lui plutôt que moi, et maintenant tu veux mon aide. S'il te plaît, on est désespéré. Bien. J'ai raccroché.
Ils n'ont pas arrêté. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai reçu 87 autres appels, différents numéros, ma mère, mon père, Cody depuis la prison, des parents éloignés que je connaissais à peine. Je les ai tous bloqués. Puis mon père s'est pointé à mon bureau. La sécurité a appelé. Monsieur, il y a quelqu'un dans le hall qui exige de vous voir. Il dit être votre père. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Je l'ai fait. Il refuse de partir. Appelez la police. 10 minutes plus tard, la police l'escortait dehors. Il hurlait à propos de la famille et de l'abandon. Kevin est venu à mon bureau après. Tu veux me dire de quoi il s'agissait? Je lui ai tout raconté. C'est lourd. Tu as besoin de documentation? Commence à monter un dossier. Déjà commencé. Ma mère a commencé à se montrer sur le parking, attendant près de ma voiture, pleurant, me suppliant de lui parler juste 5 minutes. J'ai pris des photos, gardé des traces. Puis Cody a été libéré sous caution. Apparemment, il avait accepté de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une libération avant le procès. Mon père avait mis la maison en garantie, et Cody a décidé de venir me trouver. Il s'est pointé chez moi à 22h un mardi. Vanessa a ouvert la porte, et monté à l'étage où je travaillais. Cody est là. Je suis descendu. Cody avait l'air terrible. Plus maigre, nerveux. Tu dois partir. Écoute-moi juste. Non. Par où j'appelle les flics? Ils vont m'enterrer. 20 ans. J'ai besoin d'aide. C'est tes affaires. Comment peux-tu être aussi froid? On est de la famille. On a cessé d'être une famille quand maman et papa m'ont mis à la porte pour te protéger. Quand tu es resté assis là et à regarder ça arriver. Quand tu as passé la dernière décennie à ne pas accorder une seule pensée à savoir si j'étais vivant ou mort. J'étais un gosse. Tu avais 20 ans. J'en avais 17. Tu étais assez vieux pour savoir ce que tu faisais. J'ai fermé la porte, appelé la police, signalé une intrusion. Le harcèlement a escaladé. Ma mère a envoyé des lettres à mon bureau essayant de monter mes employés contre moi. Linda m'en a apporté une. Ta mère est déséquilibrée. Ouais. Il est temps d'engager une action en justice. Ouais. J'ai engagé un avocat, le genre Cher. Nous avons déposé des demandes d'ordonnance de protection contre 3. Tout compilé. Les messages vocaux, les visites au bureau, les lettres, les apparitions chez moi. Puis mon père est devenu créatif. Il a déposé une main courante prétendant que j'avais volé des outils dans son garage quand je suis parti. Que je l'avais menacé au téléphone. Que des mensonges. Mon avocat a fait fermer ça rapidement. A montré les papiers de la tutelle. A montré que j'étais mineur quand je suis parti. A montré que la chronologie ne correspondait pas. La police a classé la plainte. Puis mon père a commencé à appeler mes clients. Leur a dit que je faisais l'objet d'une enquête pour fraude. Qu'ils devraient retirer leur contrat. 2 clients ont appelé pour vérifier. J'ai expliqué. Envoyé de la documentation. Ils sont restés. 3 clients ont juste discrètement retiré leur contrat. 48,000 $ de revenus perdus. J'aurais pu laisser passer, mais j'avais passé 13 ans à construire quelque chose à partir de rien, et je n'allais pas les laisser détruire ça. Mon avocat est devenu agressif. Mise en demeure, plainte pour diffamation, menace de poursuite pénale pour harcèlement et interférence délictuelle. L'audience pour les ordonnances de protection a eu lieu 3 semaines plus tard. Tous les 3 se sont présentés. Papa en costume, maman en pleurs, Cody ayant l'air misérable. Mon avocat a tout présenté. L'expulsion initiale, les années sans contact, le harcèlement soudain, les perturbations au bureau, les lettres aux employés, les faux rapports de police, les appels à mes clients. Le juge avait l'air dégoûté. Et vous faites cela parce que vous voulez qu'il paie pour la défense juridique de votre autre fils? Mon père a essayé d'expliquer à propos de la famille et de l'obligation. Le juge l'a coupé. Vous l'avez mis à la porte à 17 ans pour avoir refusé de prendre des accusations de drogue pour son frère. Vous n'avez eu aucun contact pendant plus d'une décennie. Vous débarquez en exigeant de l'argent et quand il refuse, vous le harcelez, déposez de faux rapports et essayez de détruire son entreprise. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'extorsion. Ordonnance de protection accordée.
Distance minimale de 300 mètres. Aucun contact direct ou indirect. Toute violation entraîne une arrestation immédiate. Ma mère a essayé de m'approcher après. L'huissier l'a arrêté. Je suis sorti par une sortie latérale. Vanessa attendait sur le parking. Comment ça s'est passé? Ordonnance de protection accordée. Bien. Maintenant ils ne peuvent plus te toucher. 6 mois ont passé. Calme, pas de contact, pas de harcèlement. J'ai entendu dire par Rick que Cody avait accepté un accord de plaidoyer. 12 ans de prison fédérale, probablement sorti en neuf avec une bonne conduite. Le garage de mon père a coulé. N'a pas pu se remettre des années à drainer de l'argent pour les avocats et les cautions. Il a fini par travailler pour une chaîne de vidange, faisant des changements d'huile pour 15 $ de l'heure. Ma mère a arrêté de parler à la plupart de ses amis. Je ne ressentais rien à ce sujet. Peut-être que cela me rendait froid. Peut-être que cela me rendait pragmatique. Quoi qu'il en soit, j'avais passé assez d'années à me soucier de gens qui ne se souciaient pas de moi. La vie a continué. Webhaven Solutions a continué de grandir. 12e année, j'ai vendu 30% à un fonds de capital investissement pour assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. J'ai continué à travailler quand même. Vanessa et moi avons eu une fille, on l'a nommée Riley. Rick était dans la salle d'accouchement. A pleuré quand il l'a tenue. Frank est venu visiter à l'hôpital. A apporté un ours en peluche. Mes parents n'ont pas appelé. N'ont rien envoyé. Tant mieux. Riley a eu 3 ans et a commencé à poser des questions sur les grands-parents. Je lui ai montré une photo de Rick. C'est ton grand-oncle Rick. Il a pris soin de moi quand j'en avais le plus besoin. Ils sont où ton papa et ta maman? Ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que parfois les gens font des choix qui signifient qu'ils ne peuvent pas être dans ta vie. Et c'est d'accord, parce que la famille, ce n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui se présente quand les choses deviennent difficiles. Elle a semblé satisfaite de ça. Puis, quelques années après l'ordonnance de protection, ma sonnette a retenti. Samedi matin, Vanessa était sortie. Je buvais du café. J'ai regardé par la fenêtre. Ma mère se tenait sur mon porche. J'ai ouvert la porte mais je ne suis pas sorti. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur enregistrer. Tu violes l'ordonnance de protection. Je sais. Je partirai après ça. J'avais juste besoin de te voir. Elle avait l'air plus vieille, abattue. Ton père et moi sommes séparés. J'ai emménagé chez ma sœur il y a 3 mois. Il refusait de changer, d'admettre ce qu'il avait fait de mal. J'ai fini par partir. D'accord. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Je suis resté là un long moment. Tu étais là à chaque fois. Tu l'as regardé faire de moi un bouc émissaire pour les drogues de Cody. Tu l'as regardé me mettre à la porte. Tu es restée silencieuse au tribunal quand Rick a obtenu la tutelle. Tu t'es pointé ici pour me harceler. Tu as envoyé des lettres pour essayer d'empoisonner mes employés contre moi. Et maintenant tu es désolé. Oui. Tu sais ce que tu m'as dit la nuit avant que je parte? Tu as dit qu'après tout ce que vous m'aviez donné, je vous devais ça. Tu as dit que je vous devais de prendre une accusation criminelle pour Cody parce que vous m'aviez nourri et mis un toit au-dessus de ma tête. Elle pleurait maintenant. Je me disais que rester silencieuse maintenait la paix. C'était juste de la lâcheté. Ouais, c'en était. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as construit. Tu n'as pas le droit d'être fier. Tu as abandonné ce droit quand tu as choisi le silence au lieu de me défendre. Je sais. Ne reviens pas ici. Ne me contacte pas. L'ordonnance de protection est toujours active et je t'ai en vidéo en train de la violer. Je te ferai arrêter si tu te montres encore. Je comprends. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée. Je suis désolé de ne pas avoir été la mère dont tu avais besoin. Moi aussi. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Vanessa est rentrée 1 heure plus tard. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Lui ai montré la vidéo. Comment tu te sens? Comme si j'avais pris la bonne décision. Bien. Je n'ai plus jamais entendu parler d'aucun d'eux. Rick m'a dit finalement que la vie de mon père s'était complètement effondrée.
travaillant au salaire minimum, vivant seul dans un studio. Rick m'a dit que ma mère était retournée à l'école, avait obtenu un certificat d'assistante médicale, essayait de construire une vie qui ne tournait pas autour du fait de permettre la destruction d'autres personnes. Rick m'a dit que Cody était sorti plus tôt pour bonne conduite, vivait dans une maison de transition, travaillait dans un entrepôt, gagnant $12 de l'heure, et serait sous probation fédérale pour une autre décennie. J'ai écouté les nouvelles, je m'en fichais, mais j'ai écouté. 15e année, j'ai pris du recul par rapport à la gestion quotidienne de Webhaven Solutions. J'ai nommé Kevin PDG, gardé ma propriété, mais je l'ai laissé diriger. Vanessa et moi avons voyagé, passé du temps avec Riley. J'ai étendu le fonds de bourse d'études que j'avais lancé il y a des années, je me suis assuré que les gamins qui se faisaient mettre à la porte avaient des options. La vie était belle. Étage 13 ans après que mon père m'ait dit que je reviendrais en suppliant, je ne l'avais jamais envisagé une seule fois. J'avais construit une vie, une vraie, avec des gens qui choisissaient d'être là, qui se présentaient, qui n'avaient pas besoin que je me sacrifie pour prouver que je les aimais. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et j'avais atteint ce point avec mes parents. Qu'ils vivent ou meurent, que Cody remette sa vie en ordre, qu'il soit fier de moi ou honteux, j'avais cessé d'avoir besoin qu'il soit quoi que ce soit. C'était ça la vraie victoire. Pas l'argent, pas l'entreprise, pas la maison, ou le succès. La victoire était de ne plus avoir besoin d'eux. Les jours où Riley posait des questions sur mes parents, je lui disais la vérité. Que la famille n'est pas toujours les gens chez qui tu nais. Parfois, ce sont les gens qui te choisissent quand tout s'effondre. Oncle Rick qui m'a accueilli. Frank qui a détourné le regard quand j'avais besoin de nourriture. Kevin et Jenna qui ont construit quelque chose avec moi. Linda qui m'a appris à diriger. Vanessa qui m'a aimé sans avoir besoin que je sois parfait. C'était ça, la famille. Tout le reste n'était que de la biologie. Et la biologie sans amour n'était rien du tout.